Le top 6 des coachs 2023 en NBA. 6. Voilà, comme top 6. Ouais. Les entraîneurs, Les coachs. les cerveaux, les stratèges. La stratégie, l'expertise. On s'installe tranquillou en espérant que vous allez bien. C'est la série du lundi cet été 2023. On fait les top 6 par poste. On a déjà fait 5 postes pour les joueurs qui sont sur le parquet. Cette fois, on sort des parquets. Enfin, Exactement. On est sur le côté des parquets, on va dire. Ouais, c'est tout aussi important. Mais ça ne shoot pas les paniers soi-même, ça ne prend pas les rebonds soi-même. Enfin, du coup, on va juger sur tout un tas d'autres critères, forcément. Eh oui, on va devoir en parler. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous aimez vous battre et que vous êtes d'humeur à vouloir vous fendre la gueule en ce mois d'août, eh bien vous pouvez aller regarder les autres épisodes qui ont déjà été tournés sur le poste de meneur, d'arrière, d'ailier fort et pivot. On s'est bien ramassé le crâne avec Alex à se demander qui est 1, qui est 6. Le concept ne va pas bouger pour les coachs. Évidemment, comme l'a dit Alex, là, il y aura d'autres critères. Mais vous allez avoir un gros tableau comme ceci, avec 6 coachs à devoir mettre des places 1 à 6. Nous, on va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avant ça, on rendra hommage à quelqu'un qui a eu du mal à craquer le top 6, mais en même temps, on voulait en parler. Et donc, rentrons tout de suite, Alex, dans le vif du sujet. Les critères. Parce que sur les entraîneurs, là, on va pas pouvoir prendre de points de rebond et de passe. Non, on va être sur... donc, pour les coachs actuels, l'idée, c'est de... T'as ton effectif, là on vient de faire les 5 postes, donc voilà, t'as ton effectif. Quel coach tu prends en premier pour coacher ça et te dire ok, on va au bout. Quel coach tu prends, c'est bien ça l'idée. C'est pas forcément quel coach tu prends pour. On n'est pas dans l'éleveur de champions là. Non. Pas trop. Je dis pas que c'est pas un paramètre qui va compter. Développer des jeunes, les faire jouer et en tirer le meilleur, c'est un paramètre important d'un coach. Mais là, on est plus dans ok. Je veux gagner. Je veux avoir les meilleurs systèmes offensifs, les meilleurs systèmes défensifs. Je veux avoir les meilleurs ajustements, notamment en régulière, en match et en play-off aussi, entre les matchs, pendant les séries et tout. Oui. Je veux que mon équipe soit la mieux préparée possible mentalement. Oui. En termes de détermination, de motivation, de capacité à aller chercher le meilleur de chaque joueur pour faire des résultats. Et alors les résultats, c'est toute la problématique de juger les coachs, c'est que, et on va être obligé d'en parler dans cette vidéo, mais c'est que tu as forcément des coachs où on a l'impression que le type serait très très bon, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose entre les mains pour faire vraiment des résultats. Eh ouais, tout à fait. Non mais, puis il y en a qui ont des très très beaux effectifs, mais les joueurs sont pas forcément tout le temps là, alors... Exactement. On va le tu juger t'as blessé tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Il y a des grands historiques, les mecs, ils ont des palmarès de fous furieux, mais aujourd'hui, c'est plus trop la tendance. On est plus sur du tanking bien huilé. On a des garçons qui ont des grandes carrières de joueurs NBA, mais qui par contre sont un peu moins rassurants lorsqu'il s'agit de dessiner un système. Alex, il y a plein de choses qui nous rassurent chez un coach. Tu as parlé évidemment de tous ces éléments. Il y a être bon aussi pour tenir le groupe, parce qu'on sait que Alex, tous les ans, des vestiaires, il y a des histoires, on s'entend pas, le temps de jeu de machin, la négociation de contrat de l'autre, la trade deadline, on a tout changé. Mais le coach, c'est le pilier, ça bouge pas. Exactement. Et d'ailleurs, on voit bien, on dit parfois qu'un coach n'a plus son vestiaire. Il l'a plus. Et ça finit toujours en autre boudin avec un coach qui dégage. On sait que les coachs, en plus, sont, dans la plupart des cas, les premiers fusibles quand ça commence à tourner, à mal tourner. Souvent, le premier fusible, bien avant les joueurs ou les role-players ou encore moins les stars, évidemment, souvent, c'est le coach. Sauf à Chicago. Oui. Je commence les pieds dans le plat. Ouais, je commence les pieds dans le plat. Alors, non, mais Billy Donovan. Alors, Billy Donovan. C'est 5 ou 4. Non, mais c'est sûr, il y a tellement de choses qu'on apprécie chez un coach, et puis chacun a ses propres critères de préférence. Là, tu parlais de développement de joueurs, de gestion de stars. On sait qu'il y a toujours des grandes écoles. On a eu des débats, toi et moi, Popovich versus Phil Jackson versus Popovich. Il y a des coachs aussi qui sont extraordinaires en déplacement, dans la fournaise. On n'entend plus rien. Et puis, il y a des joueurs qui font des témoignages après et qui disent le mec, il nous a tabassé la gueule dans le vestiaire à la mi-temps, il nous a fait vous croyez qu'on va se faire marcher sur la gueule par ces mecs, on va dessiner 4 systèmes 3, 4, 5 et en fait pendant le temps mort il a dit exactement ce qu'il fallait, il a bien exécuté. C'est fort les coachs. Il n'y a pas d'Alex, on a fait je crois une vidéo ensemble, les recettes pour être champion. Il n'y a pas de champion sans un coach qui est capable de patati patata. C'est des grands coachs et les équipes championnes elles ont des très bons coachs tout le temps.
équipe championne avec des coachs de merde, Compliqué. C'est compliqué. Après tous les doutes qu'on a eu par exemple pour un Mike Malone, boum, utilisation de Chris Brown, merci, au revoir, faire sans Bones Island et d'autres garçons qui ont été transférés pendant la saison, et puis je vais te mettre un coup de Jeff Green, et puis patati et patata, Aaron Gordon il est dans ce rôle, il y a plein de choses à devoir discuter. Le travail sur la longueur pour ouais, exactement. Objectif. Donc, on ouvre bien grand ses oreilles, et on va surtout se frotter les mains pour regarder, pour ceux qui préfèrent la vidéo, ou écouter, cette liste, attention... C'est que du bonheur. Rick Carlisle, Chris Finch, Willie Green, Mike Malone, Mark Daigneault, JB Bickerstaff, Greg Popovich, Quinn Snyder, Eric Spoelstra, Steve Kerr, Jacques Vaughn, Mike Brown, Monty Williams, Taylor Jenkins, Tyronn Lue, Jason Kidd, Darvin Ham, Joe Mazzulla, Tom Thibodeau, Will Hardy, Nick Nurse, j'ai visé long, j'ai visé loin. Alex, on le précise tout de suite, car on en a parlé tous les deux en rigolant. Pas de Doc Rivers, pas de Mike Budenholzer. Non. L'un est désormais à la télé et l'autre est dans une année sabbatique dont on espère qu'il reviendra plus fort avec quand même des drames familiaux à gérer, Budenholzer. Donc voilà, mais à l'été 2023, ils ne sont plus coachs en NBA, donc ils ne rentrent pas dans ce top 6. Pas forcément parce qu'ils n'en ont pas le niveau, enfin je parle surtout pour Budenholzer, parce que Doc Rivers, je suis pas sûr de le mettre dans mes 6, mais c'est vrai que Budenholzer, s'il est encore là avec les Bucks, c'est pas le même top 6, je pense. Je suis bien d'accord. Et donc, malheureusement, pareil, hein, on a dit Doc Rivers et monsieur Mike Budenholzer, mais désolé Stephen Silas, s'il y en a qui veulent le mettre en 6, ou désolé Dwayne Casey, hein, aussi, qui est en recherche de travail de manière très active. T'es en forme dans l'humour. moi, je suis très très chaud. Sur les coachs, je suis très très en forme. Donc, du coup, j'ai une question pour toi. Ouais, tu peux répondre par oui ou par non. Non. Est-ce que tu as mis Greg Popovich dans tes 6 ? Non. Ok. Non, c'est juste pour savoir. Non, parce que c'est pas un classement all-time. Ah non, bah non, c'est pour ça, classement actuel. Non, mais c'est pour faire un exemple. Nonobstant, le mec, il a pas les joueurs pour performer depuis 3 ans. Nonobstant, on va voir avec Wemby, etc. Mais je pense que la plupart des coachs avec cet effectif n'iraient pas très très loin. Nonobstant, très hâte de voir Pop, qui vient de reprendre une extension, ce que ça va donner quand il va avoir un effectif. Parce que demain, partir à la guerre, faire des changements en cours de série, en cours de match et gueuler dans le vestiaire, le classement, il sera pas pareil. Après, on n'a pas mentionné l'âge. Moi, je trouve que c'est un critère pour les coachs. Je te dis pas que c'est un critère aussi important que pour les joueurs. Oui, je trouve que Popovich, à un moment donné, il va forcément avoir moins la niaque. Il a quel âge ? Il a 75 ans, non ? Pop. Minimum. Hein. Non, l'âge pour moi, t'es vache. L'âge pour moi n'était pas un critère, c'est l'âge si l'âge est suivi par un manque de flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui sont très jeunes mais qui sont rigides. Oui, non, mais il y a aussi des gars qui vieillissent et qui, Rick Carlisle, trouvent une manière de se réinventer et de pas être, tu vois. Non, mais si par exemple t'es un coach, t'as pas encore trop de palmarès, mais t'as vachement bien développé une équipe depuis plusieurs saisons et que ça commence à donner des résultats et on reconnaît, t'as pas été coach de l'année pour l'instant, mais peut-être ça pourrait t'arriver et on voit que t'as même pas 40 ans, on se dit waouh, ok, le gars il a encore plein de place pour progresser en tant que coach. Oui. Tu vois. Bien sûr. Plus que quand t'as 75 ans. Pas déconner, c'est sûr. Et c'est ça que je veux dire. Et puis après, on sait comme d'hab, s'il y a des grosses performances avec un mec de 75 ans, on va dire incroyable, le mec c'est rien. Mais bien sûr, non, mais à 77. La longévité de Greg Popovich est fabuleuse. Genre, c'est sûr. Mais à un moment donné, là, quand j'ai vu la prolongation, j'étais là, genre bon. Avec plaisir. Avec plaisir. Attention d'ailleurs, je me permets de le préciser pour celles et ceux qui n'ont pas l'info complète. Greg Popovich a prolongé 5 ans à San Antonio dans sa double casquette, celle de coach et de président. Oui, mais c'est celle de coach et président. C'est-à-dire qu'il y a un scénario très probable dans lequel le contrat de coach s'arrête au bout de 2 ans et les 3 saisons suivantes, il est à la présidence des opérations basket. Oui, voilà, je tenais juste à donner les détails parce que c'est pas 5 ans de coach. 5 ans de coach plus président. En plus, c'est physique un coach. Tu fais des déplacements avec les joueurs et tout. Enfin, il y a un moment donné. Ah bah si t'es président, tu restes à la maison et tu surveilles tout ça. Alex, il est dans tes 6, Greg Popovich ? Non. Bon. Non. Elle est belle cette liste. Si vous avez ajouté Wes Unseld, LOL, ou Billy Donovan, ou je ne sais pas moi, Steve Clifford par exemple, ou le poteau d'Orlando, ou Chauncey Billups parce que vous aimez l'humour, allez-y, n'hésitez pas. Il y a plein de places. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on va avoir un top 6 avec un tableau, on va devoir le remplir. Avant de donner notre numéro 6, on va devoir rendre hommage à un entraîneur qui n'a pas craqué le top 6 mais dont on a envie de parler quand même. Alex, c'est qui chez toi ? C'est Mark Daigneault. Très bien. Le coach du Thunder, donc pour celles et qui a été prolongé. Qui a été prolongé et
fort logiquement. Oui. Fort logiquement. Oui. Jeune coach qui est en poste chez le Thunder depuis quoi 3 saisons il vient de faire, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois 3 saisons. Je crois qu'il était assistant et puis ils ont filé le job après, quand Billy Donovan est parti. Progression constante du groupe. Grosse progression cette saison. Vrai fond de jeu. Assistant en 2019-2020 et coach titulaire en 2020, 21, 22 et 23 et 24. Équipe qui hustle, équipe qui se bat. Les jeunes joueurs progressent tous. Alors on va me dire oui, mais ça drafte bien, ils ont plein de joueurs à potentiel, donc c'est logique qu'ils progressent. Oui, c'est vrai, encore faut-il qu'il y ait un coach qui mette tout ça en place pour que tout le monde soit content et que ça glisse bien et que ça se développe. En plus, il a des joueurs, on se disait oui, comment tu fais fonctionner Guidi, puis Shai Gilgeous, plus Loud. Il y arrive, lui. Ouais. Donc là, on va voir, on va lui ramener Chet Holmgren, qui va donc être là maintenant, un rookie, alors qu'il a été drafté il y a un an. Mais on va voir ce qu'il va en faire. On a vu le développement d'un Jalen Williams, extrêmement intéressant. Ouais, Mark Daigneault fait partie, il a la graine en lui des types où quand tu vois jouer le Thunder, moi j'imagine tout à fait si le Thunder confirme et continue à progresser et devient une équipe où on se dit waouh, incroyable. Ok, donc Guidi et Shai, bah, c'est le meilleur backcourt de la ligue. Ils ont une raquette qui défend. Putain, ils vont bientôt être contenders. Ouais. Si Mark Daigneault emmène le Thunder vers ce genre de sphère, il va être dans la course au coach de l'année. Il était déjà cette année, hein. Bien sûr. Mais pour d'autres raisons, là, il va être dans la course parce qu'il y aura les résultats et tout. Et donc, dans un top 6, il commencera à causer. Là, pour l'instant, c'est trop court. On va pas commencer à foutre les coachs sur le potentiel. Tu vois, là, désolé les potos, mais... Je suis d'accord. Ouais, il va me falloir un peu de résultats quand même, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Mark Daigneault, très très belle saison avec le Thunder. On en reparlera dans les 30 prévus en 30 jours, mais il faudra compter sur lui. Et sur ces très jolis polos du Thunder qu'il porte sur le côté pendant les prochaines saisons. Le groupe vit bien. Je voulais rendre hommage à monsieur Jacques Vaughn, qui, dans l'immensité des entraîneurs qui ont été en NBA cette saison, a connu la plus grosse tempête possible et imaginable. Peut-être même une des plus grosses tempêtes de ces dernières années. Jacques Vaughn, il a vécu un cauchemar à devoir gérer. Cauchemar. Il n'a pas eu le camp d'entraînement, il n'était même pas coach en place au début de la saison. Il a remplacé Steve Nash, Kevin Durant a été transféré, Kyrie Irving a été transféré, il y a eu des histoires de partout. Eh ben n'empêche que, quand on voit la façon dont il a géré la franchise et comment le jeu s'est transitionné et l'intégration de Mikal Bridges, on a tous pris ça pour acquis. Oui. Mikal Bridges, il a le rôle impeccable. Mais c'était sûr, on le voyait à Phoenix qu'il avait du talent. C'est ça ce que j'allais dire. Et ça s'est vachement bien passé pour Cam Johnson qui vient de prendre 100 patates. Et ça s'est bien passé pour Nick Claxton. Mais c'est fou ça. Les jeunes se développent bien. Les stars ont certes pris des décisions parce qu'elles ont pris des décisions et c'est comme ça. Mais c'était pas à cause de Jacques Vaughn. Et puis les résultats, ils ont pas trop piqué du nez. Ils ont pas trop piqué du nez. Quand tout le monde s'est barré, ça jouait. Et quand Jacques Vaughn était là et qu'il y avait KD et Kyrie, bah en fait les Nets ça jouait pas mal avant qu'il y ait des blessures. On était là en train de se demander genre waouh, en fait est-ce qu'ils sont capables d'aller un peu plus loin que prévu et tout. Je veux dire en décembre les Nets ça allait quoi, tu vois. On était en train de se dire attends mais Jacques Vaughn il est dans la course au coach de l'année. Ouais, et KD peut être MVP. Et KD peut être MVP. Bon après les Nets en playoff, waouh, danger. Bah on a fait un apéro. Ouais. D'ailleurs, avec une magnifique miniature de Léonce qu'on a après détournée pour plein de franchises. Jacques Vaughn, gros hommage parce que je pense que de toutes les personnes à qui je souhaitais un bon été, il était numéro 1. Putain, le mec, il avait besoin d'un repos, mais éternel quoi. Donnons un camp d'entraînement complet, avec une construction d'effectifs, avec des jeunes à développer, parce que là, ça va être le projet Jacques Vaughn avec Sean Marks. Ça y est, il y a Mikal, il y a Cam, il y a 2-3 mouvements là à faire. Là, on va voir s'ils vont être vraiment sur les histoires autour de Lillard, on va voir. D'ailleurs, c'est peut-être sorti le temps que cette vidéo tombe, mais peut-être qu'il va y avoir des histoires autour d'autres garçons à développer. Je crois vraiment en sa capacité à trouver sa place à Brooklyn et à montrer de belles choses. Donc juste un hommage pour Jacques Vaughn qui, de tous les entraîneurs, a pris la plus grosse shitstorm en 2022-23. Non, le mec, il a vécu... C'est quand la dernière fois qu'on a vu un coach vivre un calvaire pareil? C'est pas possible. Le mec, il est et intérimaire et hyper C2 franchise player. D'accord. Pas de souci. Ouais, c'était compliqué. Complicado. On va rentrer dans le top 6? Tout à fait. Le voici, le top 6. Alex, qui est le 6e meilleur entraîneur de ton top 6 2023 en NBA? Tyronn Lue. Tyronn Lue. On va voir si ça s'affiche. Boom. Mike Brown. Mike Brown pour Bibi, Tyronn Lue pour Alex.
Allez, parle-nous de Tyron. Tyronn Lue était à la guéguerre chez moi, un peu avec Denio, mais vite fait. Il était surtout à la guerre avec un autre coach qui a des résultats complètement différents de lui, mais dont on a un peu zappé le travail, parce qu'il n'est pas allé en play-off là, depuis 2 saisons, c'est Rick Carlisle. Oui. Qui grattait bien mon top 6, mine de rien. Ah, oui. Ouais. Et bon, voilà. J'ai préféré y mettre Tyronn Lue à cette place 6. Mais on reparlera de Carlisle, et puis si on refait des top 6 à l'été 2024, on verra comment ça va se passer après la saison des Pacers et tout et tout. Mais dans le genre, je développe du jeu tout de suite, j'arrive, boum, clac, tu vois. Faut des résultats maintenant, mais c'est intéressant. Bien sûr. Et lui, il a déjà prouvé avant, c'est pas un petit jeune, Rick Carlisle. Bien sûr. Tyronn Lue, je le mets dans mes 6. Ça va peut-être en surprendre certains. Il y a un moment où il faut reconnaître ce que Tyronn Lue vient de faire en 3 saisons chez les Clippers. Avec, tu parlais de Jack Vaughn qui avait pas ses joueurs, il a des shitstorms à gérer, machin et tout. Tyronn Lue, je sais pas si c'est du shitstorm, mais alors par contre, l'infirmière, lui, c'est sa copine. Il n'y a pas le choix. Les infirmiers, les infirmières, Tyronn Lue, il est en contact permanent avec eux. Je veux dire, t'es d'accord? Genre, quand il voit le numéro, qu'il voit infirmerie qu'il appelle, il décroche tout de suite, il est stressé, quoi. Tu vois. Allô? Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, et pourtant, les Clippers, la saison dernière, ça fait 5e, alors que Kawhi n'a pas non plus joué tant de matchs que ça, Paul George a été blessé, et tout machin. Et en play-off, honnêtement, je le sais en tant que fan des Suns, je pense que Tyronn Lue avait un meilleur plan de jeu que Monty Williams, désolé, je pense vraiment que... Et Tyronn Lue a souvent un meilleur plan de jeu que le coach adverse. Ouais, il avait un meilleur plan de jeu, c'était plus malin. Et si Kawhi se fait pas le genou, je sais pas quelle gueule a cette série. Je pense que les Suns peuvent la passer quand même parce qu'il manquait Paul George, mais voilà. Donc, Tyronn Lue, je l'ai dans mes 6. Alors, je l'ai qu'en 6 parce qu'à un moment donné, j'ai d'autres coachs là qui ont fait des trucs plus gros ces dernières années. Et qu'on va pas non plus changer toutes les règles de ce coaching, je reste quand même sur mes dernières saisons, qu'est-ce qui a été fait, et si vraiment j'ai un 5 de fou furieux, à qui je le donne pour gagner. J'entends. On verra si j'ai Tyronn Lue dans mes 6, tu verras très vite. Donc tu as mis le coach de l'année en 6. J'ai mis Mike Brown, parce que, en effet, comme tu viens de très bien le mentionner, on n'a pas 150 saisons de Mike Brown. On en avait eu par le passé, côté Lakers, côté Cavs, c'était il y a longtemps, mais il a fait du très bon travail en tant qu'assistant aux côtés de Steve Kerr. C'est peut-être pas anodin aussi que les Warriors ont eu de la dynastie, avec monsieur Steve Kerr et Mike Brown notamment sur le même banc. Tout ça à peut fait. être pratique à coach bien de des égards. LeBron James aux Cavs. Coach de LeBron James, coach de Kobe aux Lakers, avec Paul Gasol et Andrew Bynum. Donc il y a eu du beau monde. Après, il a eu Steph et maintenant il a Sabonis, donc il a que des légendes du jeu, comme on dit. Mais Mike Brown, la saison est exceptionnelle à Sacramento. L'arrivée, il n'y a pas eu trop de débat sur le coach de l'année quand on voit ce qu'il a fait à Sacramento. Le groupe vit bien. Des vrais ajustements offensifs dans la manière de bien trouver le style de jeu qui allait enfin aller à ces Kings, qui permet à De'Aaron Fox de toucher son plafond, d'avoir Sabonis qui est quasi en discussion MVP, d'avoir des joueurs où toi et moi on s'est marré toute l'année, on a fait Malik Monk, pas de problème, il est bien intégré. Et puis Kevin Huerter aussi, ça s'est bien passé. Et puis Harrison Barnes, il a compris ce qui s'est passé. On a eu une saison des Kings, on peut dire que c'est soit un hasard, soit dû aussi à la présence de Mike Brown, où il y a eu peut-être l'équipe la plus régulière de toutes les équipes à l'Ouest, était sous la houlette de Mike Brown. Pas trop de trop haut, ni de trop bas, juste bon, à domicile, à l'extérieur, le groupe qui n'arrête pas de vanter ses qualités, sa capacité à se défoncer pour ses joueurs, à prendre aussi des balles en conférence de presse lorsqu'il y a eu des mauvais ajustements qui ont été réalisés, et il tient. Certes, il s'incline en 7, mais il tient face à Steve Kerr, face à Steph Curry. Il l'a bien fait chier. Il l'a bien fait chier. Et s'il y a une équipe qui a fait chez Golden State, certes, il y a eu les Lakers après de Darvin Ham en demi-finale de conf, mais en 7, ils étaient bien contents, Golden State, de s'en sortir. Parce que dès le début de la série, Mike Brown, il y avait un plan de jeu qui était clair et qui faisait chier Steve Kerr. Et il a fallu faire des vrais ajustements. Il a fallu utiliser tous les vices possibles et imaginables pour que Golden State passe. Mike Brown, je devais le mettre dans mes 6. Mais comme tu l'as bien dit, d'ailleurs, peut-être je te posais la question, il est dans tes 6, Mike Brown, on verra. Il est en 5. Magnifique. Tu sais qui est en 5 chez moi? Tyronn Lue. Logique. La classique. Il est là, la classique, évidemment, je vais les mettre maintenant, comme ça ce sera fait. Mais oui, parle-nous un petit peu de Mike Brown, puisque toi tu l'as en number 5. Là, t'en as bien parlé, comme l'expression consacrée le veut. Mais je suis d'accord. Coach de l'année mérité, grande, régulière.
À un moment donné, par contre, c'est pas parce qu'il est coach de l'année qu'on va le foutre numéro 1, numéro 2 ou quoi. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, on juge sur les 2-3 dernières saisons, on essaie de se projeter, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais moi, ce qui me fait le rentrer dans mes 5, c'est que vraiment, j'ai bien aimé sa série contre Steve Kerr et les Warriors. Ouais, ça s'incline, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant. Il a essayé pas mal de choses, il a sorti des joueurs, il a donné de la confiance à ses gars. C'est du beau boulot. C'est du beau boulot de coach. Autant je l'adorais pas à Cleveland, autant là je l'ai redécouvert un peu Mike Brown. Il a beaucoup appris à droite, Golden à State, gauche. ça lui a fait du bien. Ouais. Et là il redébarque avec des idées, des projets, une philosophie de jeu. Il arrive à faire adhérer les joueurs, il a fait progresser les joueurs. Pardon, mais Malik Monk, c'est quoi ce bordel? C'est ce que je disais, Malik Monk, on s'est marré toute l'année, mais en fait le mec il a un rôle. Voilà, et même De'Aaron Fox, il y a une progression. Enfin, il y a un vrai truc. Et donc, je suis très curieux de voir le rookie qui gagne Murray intégration. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. On lui file des Chris Duarte. Je veux bien voir, moi, la deuxième saison Kings de Mike Brown. Je suis très curieux et j'y crois. Ouais, le top 5 coach cette année, Mike Brown. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, moi, tu vois, je l'avais en 6, mais on est vraiment dans un mouchoir de poche. Et j'ai mis juste Tyronn Lue parce que je suis très content que tu l'aies mis dans tes 6. Tu vois, tu disais dans ton argumentaire, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord. Bah non, moi, je pousse encore plus loin, je l'ai mis en 5, Tyronn Lue, parce que je trouve que c'est assez saisissant de voir ce qui était avancé comme argument par beaucoup de gens, hein, nous y compris, lorsqu'il y avait l'époque Cleveland, et qu'on disait, ouais, c'est LeBron. Il vole sur ses ailes, c'est génial. N'empêche que ça fait un paquet de gars, dont notamment Nico Batum, avec qui j'avais pu en discuter, qui disent que Tyronn Lue c'est un pet de coach. Pour un gars qui est vraiment bon tactiquement et de manière cérébrale comme Nico Batum, de donner ce genre de match à son coach, ça veut pas rien dire, tu vois. Et quand je vois la façon dont il a géré, pas que cette saison, mais les précédentes, le run de playoff qui a suivi Doc Rivers, c'est-à-dire celui où il va jusqu'en finale de conférence, en sortant Utah, le Terrence Mann game, enfin même la Terrence Mann série, Paul George, la mise en avant, avec notamment les choix qui ont été faits jusqu'en finale de conférence. Les choix qui ont été faits en play-off, justement face aux Mavs, en mettant parfois du Nicolas Batum en 5. On avait des trucs de lui-même a sorti Vika Zubac qui a tenté des trucs. Tyronn Lue me donne moi un sentiment qui fait qu'il ne peut jamais sortir du top 6, et pour moi il est top 5, c'est, on le sait, on l'a vu, tu lui donnes la cam, ça va loin. Et c'est le projet Clippers à la base. C'est que si t'as Kawhi, Paul George en forme et Tyronn Lue, ça va marcher. Et comme par hasard, même pour un Westbrook qui n'a pas réussi à trop trouver sa place. Ouais, chez Tyronn Lue, ça le fait. Hein. Chez Tyronn Lue, ça le fait. Je suis d'accord. Et toi et moi avions mis les Clippers numéro 1 de la conférence Ouest lors de nos dernières 30 prévues en 30 jours et on espérait que ça allait le faire. Bah, si on y retourne l'année prochaine et qu'il n'y a pas de truc, bah, toi et moi, on va se regarder encore et on va se dire s'ils sont en forme, les pépères, tout ça sous la houlette de Tyronn Lue, ça ira trop loin. C'est-à-dire que Tyronn Lue, on a vraiment l'impression qu'il subit les déboires infirmerie de Kawhi et de Paul George, plus que vraiment il ne fait pas ce qu'il faut. Donc je suis d'accord, il est top 6. On a les mêmes noms, mais on les a pas dans le même ordre. C'est très très bien, en 6 et en 5. 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'on va être pareil? Alex, qui tu as en 4? Taylor Jenkins. Ding 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 ding. T'as quoi toi? Ding 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 ding. Ah oui, d'accord. Nous avons tous les deux Taylor Jenkins en numéro 4. Fabuleux début du côté de Memphis. Ça va très bien pour Taylor Jenkins. Et alors lui, pareil, hein, qu'il y ait des aléas, pas d'aléas, aléas Jacta Est, il est là. Hein. Les mecs jouent pas moins bien quand il n'y a pas de Ja Morant. Je sais que ou Steven Adams ou Brandon Clark. Hein. Ouais, je sais que Desmond Bane est super et que Xavier Tillman, c'est un gars... doucement. On va parler d'un autre coach comme ça qui bricole tout le temps avec 3 bouts de ficelle, on va en parler. Ouais. Mais là, Taylor Jenkins, je dois reconnaître que Taylor Jenkins... En fait, Taylor Jenkins, j'ai beaucoup aimé. Son arrivée au coaching, j'ai beaucoup aimé tout de suite comment il faisait jouer les Grizzlies. Après la saison 2021, là où ça va en playoff. Après, il y a la saison dernière où ça va en demi de conf. Il y a de la progression. Desmond Bane progresse, Jaren Jackson progresse, Steven Adams, il arrive, il est poisson dans l'eau. Ja Morant, il progresse. Enfin, ça travaille bien. On va voir ce qu'il fait avec tous les autres jeunes, là, les Laravia, les Rodi, les Santi Aldama. Santi Aldama, mais le début de saison dernière, on avait parlé dans la vidéo des ailiers forts, ça avait dit, tu sais, Jaren Jackson Jr. il était pas là les 15-20 premiers matchs. On a vu Santi Aldama, on a fait incroyable. Donc, et il y a la mise en place tactique, le fait que les Grizzlies sont capables de jouer dur, de très bien défendre, que parfois peut-être en attaque il y a des choses, le côté coach qui a l'air de bien tenir son groupe, de comprendre ce qui se passe, alors que
Voilà, il a même pas 40 ans. Il a devant lui une grande carrière de coach, à mon avis, Taylor Jenkins. Et on verra jusqu'où il peut emmener ses Grizzlies. Mais aujourd'hui, ouais, je l'ai déjà dans mon top 4 parce que c'est très sérieux. Attends, et moi, demain, tu me donnes une équipe de fous furieux. Tu me dis, bon, allez, coaché par Taylor Jenkins. Je suis d'accord, ok, allons-y. On joue le titre, en fait. Non, mais clairement. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, je peux pas le mettre plus haut parce que pour l'instant, il l'a pas fait encore. Et au-dessus, on va avoir des mecs qui nous ont mis la barre tout au bout, quoi. Tu vois, donc forcément, pour l'instant, je peux pas. Mais pour moi, il est complètement de ce calibre. Je suis d'accord. Je l'ai mis aussi en 4. Ça fait 2 fois de suite que nos amis les Grizzlies sont deuxième de la conférence Ouest. 2 fois de suite. C'est pas un putain de hasard. Avec des aléas qui ont été de droite et de gauche. Combien de coachs tu fous le bordel qu'il y a eu là, Jamorant et compagnie. Dans les mains d'un Doc Rivers ou d'autres, ça aurait pu partir en giga couille. Les mecs sont restés deuxième. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y avait pas Jaren Jackson Jr., il a mis Santi Aldama. Il a fallu développer d'autres garçons, David Roddy, on les a vus. Même derrière le staff en Summer League. La façon de responsabiliser certains. J'adore. Il est très très bon. J'ai pas arrêté de l'appeler Tyler au lieu de Taylor Jenkins. Mais c'est pas du tout contre lui. C'est juste un petit problème de compréhension et de mémoire. Mais il est très très fort. C'est un top 4 qui mérite d'aller encore plus loin. J'aimerais beaucoup le voir face à la pression de l'élite, genre finale de conférence. Bien sûr. Et pour ça, il va falloir progresser tous ensemble. C'est une équipe jeune, Memphis, c'est l'image de leur coach. Mais ils sont là. Je pense qu'on va avoir le même podium. Allez, qui tu nous as mis en 3, Alex ? Les mêmes noms, peut-être. Le même ordre, ça c'est à voir. En 3, j'ai Mike Malone. Pas toi ? Non. T'as qui ? Steve Kerr. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon. Sur la saison 22-23, quoi. C'est pas ça qu'on fait. On fait les meilleurs coachs actuels. On fait les meilleurs coachs actuels, tout à fait. Mais actuellement. Moi, actuellement, je prends encore Steve Kerr devant Mike Malone quand même. Très bien. Mais Mike Malone est 3e. Il est là. Le mec maintenant qu'il a pris le titre, forcément. Mais. Très bien. Le travail que vient de faire Mike Malone est fabuleux. Sur la distance, taf, avec les joueurs, avec sur plusieurs saisons en fait. Mike Malone est aux Nuggets depuis déjà pas mal de saisons maintenant. Plusieurs 2-3 saisons au début où ça va même pas en play-off. Au début, là, quand il arrive de Sacramento et tout. Après, ça se met à aller en play-off. Bon, faut dire qu'en même temps, entre-temps, tu as le développement de Nikola Jokic. Ça aide bien. Mike Malone bonifie tout ça. Après, il a pâti de la blessure notamment de Jamal Murray, donc ça lui a bousillé 2 belles saisons, certainement, au moins une en tout cas. Certainement, après on peut jamais vraiment savoir, mais il y a un travail sur la longueur, un travail et collectif, et mental, et tactique, qui est un travail de grand coach, et qui en plus là vient de payer. Donc forcément top 3. C'est top 3, j'en reparlerai après pour Monsieur Mike Malone. J'ai mis Steve Kerr qui évidemment n'a plus rien à prouver en termes historiques, en termes d'entraîneur, de ce qu'il a pu faire avec Steph, avec Clay, avec Draymond, avant avec KD et la saison précédente celle-ci en tant que champion avec ses Warriors en utilisant Gary Payton 2 comme il faut, etc. Si vous mettez Steve Kerr en 2, ça me va. Si vous mettez Steve Kerr en 1 ou en 3, ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, on va voir. Je mets juste Mike Malone au-dessus dans cette vidéo parce que c'est récent. Mais le nombre de questions qu'il y avait auxquelles Mike Malone a répondu, c'est exceptionnel. Toutes les interrogations qu'on avait, Mike Malone y a répondu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi les questions qu'on a sur Mike Malone ? C'est de faire un back-to-back, en fait. C'est ça la question. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner, quoi ? C'est ça la question. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner ? Tout à fait. Mais donc, on utilisait les arguments, en effet, des blessures. Steve Kerr, lui, on sait qu'il est capable. Tout à fait. On sait qu'il est capable. Tout à fait. Et on sait aussi qu'il y a des moments où parfois Steve Kerr en fout parce qu'il y a des garçons où on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont être utilisés. Si, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Mike Malone aussi dans ce cas-là. Et bien sûr, mais c'est juste que là on fait un classement et que Steve Kerr aujourd'hui, tu te demandes ce qui va se passer par exemple avec Jonathan Kuminga et avec Moses Moody. On va voir ce qui va se passer. Mais toi, aujourd'hui, si tu as une équipe de fous furieux, tu préfères la filer à Mike Malone qu'à Steve Kerr, quoi. C'est pas que ça. Et tu sais très bien que la question elle est perverse parce que c'est pas que ça. C'est pas t'as une équipe de fous furieux. Regarde comment il se marre. Non mais c'est pas le truc. Si je démarre de zéro et on va avoir des joueurs, on va essayer de créer un gros collectif sans savoir si tu vas avoir un des meilleurs joueurs de tous les temps, etc. Bon, c'est kiff-kiff.
Moi, ce que j'aime bien là avec Mike Malone, c'est que ce qu'il m'a montré, c'est qu'il a réussi à prendre un gars, comme Steve Kerr l'a fait. Il a pris Andrew Wiggins, il a dit tu vas avoir tel rôle. Mike Malone l'a fait aussi. Il l'a fait également. Mais attends, moi je dis pas que l'écart, j'ai mis Mike Malone là et Steve Kerr là. Hein. Il y en a un qui est 2, l'autre qui est 3 et ils se suivent. Mais si tu me dis demain, il faut gérer des égos et avoir plusieurs superstars et les gérer, je te prends Steve Kerr tous les jours. Ah bah oui. Si tu me dis aujourd'hui, je suis paumé au fin fond d'un marché et il faut que j'essaie de créer au fil des années une structure de jeu, parce que Steve Kerr, il est, enfin, je veux dire, encore une fois, on pourra en reparler. Hein, Steve Kerr, il est arrivé, il y avait quand même une belle base qui était posée. Ah oui. Le titre là de Denver, c'est un truc qui est 100% estampillé Mike Malone, avec évidemment tous ses joueurs. Mais c'est un gars qui est arrivé, il n'a pas pris la suite de Brian Shaw pour en faire un truc meilleur. Hein. Il n'a pas pris la suite de George Karl pour le bonifier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est demain, si tu me dis Mike Malone, je dois essayer de construire un style de jeu collectif, répondre aux questions défensives, faire le taf avec mon management pour prendre les bons joueurs, pour essayer de remplir certaines cases et mieux responsabiliser d'autres, bien utiliser les rookies, je vais prendre un peu plus Mike Malone. Si tu me dis, j'ai besoin d'avoir un gars qui va prendre des stars et leur faire passer un cap, je vais prendre Steve Kerr. Voilà. C'est deux registres différents. Mais du coup, Mike Malone, Parce que d'ailleurs, juste spoiler, le 1, c'est celui qui est capable de faire les deux. Celui qui est capable de prendre n'importe quoi et de le faire bonifier, et celui de prendre des superstars et de les faire gagner. Donc ok. Tu vois, c'est qu'il y a des... Je n'ai pas encore vu... Quand tu te retrouves dans une situation comme... on va le voir avec Tyronn Lue, hein, mais on a parfois des coachs qui se retrouvent dans des situations où c'est chamboulé et doivent essayer de s'ajuster. Tu sais, on avait vu par exemple avec Pop, quand on lui a enlevé les Duncan et les compagnies, qu'il a quand même envoyé du 60 victoires avec la Marcus Aldridge et du Kawhi Leonard. Et on a dit, putain, quand même, le mec, il s'ajuste. Trouve toujours des situations. Pour le moment, on n'a pas vu de situation... Les situations dans lesquelles Steve Kerr s'est retrouvé empêtré, on l'a retrouvé à faire du tanking. C'est factuel. Les situations dans lesquelles il a été dans la merde, Steve Kerr, du coup, tu t'es fait sortir au play-in tournament par les Lakers et tu as fait du tanking. Bon. Ah, quand il a eu les blessures de Curry et de Quand il y a Clay, les blessures, tout à fait. Tu sais comme parce moi que le il mec... a réussi à revenir. Réussi à revenir, mais tu sais comme Il moi a que le fait mec... Wiggins, il a fait Looney. Tout à fait. Tu sais comme moi que le mec qu'on va mettre en 1, tu lui mets des blessures, des machins, des trucs, Oui, il oui, continue oui, à aller oui, en oui, playoff, oui. au play-in et aller chercher des gars. Donc le débat, c'est juste de savoir, est-ce que vous voulez prendre Steve Kerr, Mike Malone? Bah ça me va s'il y a des gens qui mettent Steve Kerr en 2. J'ai juste mis en 3 parce que voilà, il y en a un qui sort de titre, l'autre qui a sorti d'un titre d'il y a un an et que tu es obligé aussi de réagir à ce qui vient de se passer. Ah. Ok. Moi, je trouve qu'on peut pas du tout mettre Mike Malone devant Steve Kerr aujourd'hui, pour l'instant. Vraiment, Ok. on peut pas pour moi. Ils ont le même âge, ils ont... Non, impossible. Je peux pas. Mais j'entends Sur ce que tu tout dis, type hein. de situation de coaching. Oh ouais. Steve Kerr, tout le temps. Tout le temps. Ok. Tout le temps. Il a fait progresser des jeunes, hein, Steve Kerr. Bah bien sûr. Il en a monté des jeunes. Bah ouais. Ouais, plus d'un, hein, bien sûr. Donc, La situation non. de Et l'utilisation puis de... il a réussi à faire gagner des équipes plusieurs années de suite. Enfin, Ouais. il a fait des choses que Mike Malone, dont Mike Malone rêve et qu'il va d'ailleurs pouvoir tenter de faire maintenant. Qui va tenter de Mais faire, là, après- à aujourd'hui, celui sur lequel j'ai des certitudes, c'est Steve Kerr. Bah, dans un registre précis. Non, juste pour faire gagner une équipe, quoi. Pour prendre une équipe et la faire gagner. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'on demande à un coach. Oui, bien sûr, mais ce sont les manières de... Bah, il y en a un qui vient de la faire gagner un titre et l'autre qui a buté en finale de conférence face à un coach rookie, en demi-finale de conférence. C'est la réalité. Il s'est fait péter le cul par Darvin Ham, quand même, Steve Kerr. Ouais. Parfois, Steve Kerr, il montre des incapacités d'ajustement. On se regarde, on fait... c'est bon, les choix qui ont été faits. On n'a pas retrouvé Kuminga, on savait pas ce qui s'est passé. Bon, on a fait Ouais, rentrer mais je 2-3 trouve gars. d'accord, on peut discuter du cas Kuminga, mais sinon je trouve ça assez dur c'est aussi diminuer la performance d'Anthony Davis, de LeBron, Non, je dis de pas tous ça, ces c'est- gars qui ont fait des grandes séries, Rui Hachimura et tout, contre Steve Kerr, où là où Mike Malone avait son effectif construit depuis des années, Steve Kerr, lui, il gère un truc de champion en titre, un peu vieillissant, avec des petits jeunes moins bien équilibrés. Il a perdu, il s'est fait bouffer, mais il vient d'être champion juste avant. Ouais, je trouve Et- que le groupe vit moins bien. Il y a eu l'affaire Jordan Poole avec Draymond Green. C'est aussi un truc où on fusillerait un coach s'il y avait une histoire comme ça. Et Steve Kerr, il est aussi là-dedans, en fait. Ouais. Je prends Steve Kerr tous les jours. Très bien. Eh ben, en Et je pense que 2023, si ça se trouve, il y aura même plus de débat dans un an. Je sais pas ce que je souhaite à Mike Malone, Bah ouais, hein, mais là, mais... bah, j'aime bien, mais on fait une vidéo en juillet. Enfin, tu vois, en ouais, en août mais toi tu te 2023. bases sur une saison. Moi je m'en base sur les 3, 4, 5 dernières. Pas une saison. Mike Malone, il débarque pas d'avant-hier. Le mec Non. nous a quand même fait des trucs assez méchants Et avec s'il Denver. avait perdu en demi-de-conf, t'en parlerais pas de Mike Malone. Ce Bah, qui je- change tout, c'est son titre, là. Bah évidemment. Mais c'est ce qui Ah. fait que... mais
mais c'est pour ça qu'on fait un classement, Alex. Ouais. Mais donc du coup, on est ouais. impacté par les résultats. C'est ce qui fait que d'ailleurs, c'est comme pour chaque truc. C'est ce qui fait que d'ailleurs, tu vas mettre Shai Gilgeous-Alexander en 2, alors que s'il n'avait pas fait sa saison, je comprends pas l'argument. Parce que c'est pareil pour LeBron, il fait cette saison-là, donc du coup on l'a mis en 1, mais c'est normal. Ouais. S'il y avait un ailier qui avait fait un bête de truc, du coup on l'aurait classé devant. C'est normal, on fait un top 2023. Je réagis juste au fait que pour l'instant, moi je peux pas mettre Mike Malone devant Steve Kerr. Très bien. Juste ça. Très c'est bien. Impossible. Et j'espère que Steve Kerr va faire. Ça me suffit pas. J'espère que Steve Kerr va bounce back avec Chris Paul, avec tous ses briscards, avec les vétérans, et que ça va repartir. S'il le fait pas, on discutera peut-être pendant ce temps-là. Et ça se trouve, Denver va chuter parce que il aura pas trouvé l'ajustement. Mike Malone à Bruce Brown et à Jeff Green qui sont partis. Et on verra. En gros, ce que je veux dire, c'est ce qui attend Mike Malone est tout aussi difficile que ce qui vient de réussir. Et Steve Kerr, lui, a déjà réussi à le faire. Ouais. C'est ça que je veux dire. Je me base sur. Et que ça va, il est champion en 2022. Et là, il est en playoff, il est en demi-de-conf. C'est pas genre ils ont rien fait. Il y a un vrai beau challenge là pour Steve Kerr. J'ai hâte qu'il ferme des gueules et justement la mienne pour dire en fait je suis même pas 3, je suis même pas 2, je suis 1. Parce que quelque part t'aurais pu foutre Steve Kerr en 1. Pourquoi tu l'as pas mis en 1? Ah non. Il a fait beaucoup plus que Spoelstra. Non. Tu te bases que sur une saison alors. Non. Parce que l'année sur précédente, les 3-4 dernières. Si tu te bases sur la précédente et il est champion et Eric Spoelstra il l'est pas. Précédemment, non, Eric Spoelstra, tu veux venir sur Spoelstra? Il a pas le même effectif, il va en finale de conf 3 fois sur les 4 dernières années, et à chaque fois on est là en train de dire ouais, il y a des blessés dans tous les sens, ouais, il y a des joueurs undraftés dans tous les sens. C'est pas le cas de Steve Kerr. Donc ça, j'estime que c'est mieux que n'importe quel autre coach actuel. Ah oui, mais c'est parce que tu me disais le but d'un coach c'est de faire gagner. Steve Kerr il fait plus gagner que tout le monde. Faire gagner, tu veux dire gagner un titre? Ouais. Moi je te parle. Non, oui, mais alors d'accord, ok. C'est de faire gagner, si possible, un titre, mais c'est de faire gagner avec le groupe que t'as. Ouais. C'est de gagner des matchs et aller le plus loin possible. Parce que dans ce cas-là, sinon Taylor Jenkins, je le mets pas devant Nick Nurse ou Rick Carlisle, tu vois, ou des gars comme ça. Si. Pourtant, il est jamais allé plus loin qu'une demi de conf. Toi aussi, tu l'as mis. Donc non, ça marche pas ce que tu me dis. Ça marche pas, je suis désolé. Non, mais non. Si tu dis le but des coachs c'est de faire gagner impérativement et que justement tu veux mettre Steve Kerr. Spoelstra gagne. Donc qu'est-ce qui fait par exemple que maintenant tu prends Eric Spoelstra devant Steve Kerr, quoi qu'il? Parce que là, actuellement, tout ça c'est des coachs qui ont plus ou moins le même âge et qui ont à peu près le même recul dans la ligue. Ouais. Donc ça se compare bien. Bon, même si Kerr doit être un poil plus vieux, mais bon, voilà, un poil. Spoelstra nous a prouvé, comme tu l'avais mis un peu en préambule, nous a prouvé que s'il y avait de la gestion de stars, il va au bout. D'ailleurs, pas au bout, pas à la bague tous les ans, mais il va en finale tous les ans. Je parle de l'époque Heatles. Et là, plus récemment, il nous a prouvé avec un effectif moindre, un effectif moins affûté, c'est le moins qu'on puisse dire quand même, moins de stars, dont certains qu'il a développé lui-même, certains qu'il a sortis de nulle part lui-même, et il nous a montré avec ça être capable d'aller 3 des 4 dernières années en finale de conf, dont 2 en finale NBA. Alors il n'y a pas eu de titre parce qu'il y a les Lakers de 2020, il y a le Denver de Mike Malone au bout, mais celui qui prend n'importe quel genre d'équipe et construit ce qu'il faut vraiment de la meilleure manière, et c'est ça qu'on demande à un coach pour faire gagner des matchs. Alors il n'y a pas la bague au bout là ces fois-ci, mais il y en a eu dans la carrière de Spoelstra. C'est ça. Toi, c'est pas comme s'il avait jamais eu de bague. S'il avait jamais eu de bague, j'aurais peut-être un discours différent. Mais là, je trouve que déjà qu'il rentre pas dans les discours de coach de l'année parce que c'est un classement de saison régulière et que les résultats globaux du Heat en saison régulière, par contre, quand il s'agit de gagner, de faire les ajustements, de mettre les bons joueurs aux bons endroits, de mettre tout le monde en confiance, et offensivement et défensivement, c'est le meilleur actuellement en NBA, c'est Spoelstra. J'avais l'impression qu'en tout cas... ça lui fait gagner des matchs. J'avais l'impression, du coup, on est d'accord, je mets Eric Spoelstra en 1, et toi aussi, on va revenir sur Spo, évidemment, qui nous a fait une saison de malade mental. Quand j'entendais juste ta plaidoirie, et notamment tout ce que tu disais sur Steve Kerr, ça me donnait le sentiment qu'il n'y a pas de meilleur coach, en fait, en NBA. C'est pour ça que je te posais la question. Qu'est-ce qui fait que tu ne le mets pas? Qu'est-ce qui fait que tu le mets pas en 1 là par rapport aux arguments que tu as donnés sur Spoelstra? Parce que je pense que Spoelstra c'est celui qui a fait le mieux avec le moins sur ces dernières années, et que donc je me dis si on lui met du meilleur effectif dans les pattes, il va être champion. Après ça reste de l'hypothèse pour le coup, puisqu'il n'a allé que en finale NBA 2 fois. Et si on donne un bête d'effectif aux deux, tu prendrais plutôt Steve Kerr ou Spoelstra?
Là, aujourd'hui, je pense que je prends Spoelstra. Parce que Avec et le je meilleur le prends effectif. je le prends devant Malone et je le prends devant Kerr. Oui. Oui. Bah tu vois, c'est marrant parce que dans un cadre où il y a de la grosse superstar et de l'ego à devoir gérer, je pense que je prendrais Kerr devant tous. Ah ouais? Ouais. Ah non, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense qu'il a eu aussi beaucoup de chance, Kerr. Et d'ailleurs, Malone a aussi beaucoup de chance d'avoir Jokic. Et Kerr a beaucoup de chance d'avoir eu Curry en leader. Je pense que oui. c'était plus relou à gérer les Heatles. Je pense. On va voir si Spo peut éviter de rentrer dans cette lignée des je n'ai jamais été coach de l'année alors que je suis un des meilleurs coachs de tous les temps. C'est Ah comme bah le ça. problème c'est que c'est un trophée de régulière. Donc là le problème c'est que les coachs, j'aime bien la régulière pour les coachs. J'aime bien les coachs qui développent bien leurs c'est mais à un important. moment donné, pour le coup, comment? C'est important. C'est hyper important. Parce que si tu te classes pas bien en régulière, en plus derrière on sait ce qui se passe, t'es en galère. On est d'accord. C'est sûr. Mais il y a un moment où le moment où on juge vraiment les coachs et où on fait la différence, et d'ailleurs on en a parlé tout au long de cette vidéo, c'est qu'il y a un moment, il y a des coachs, ils sont capables de out-coacher les autres. C'est qu'il y a des coachs, ils sont juste plus malins, et même s'ils n'ont pas forcément le meilleur effectif, en fait ils ont l'équipe qui joue le mieux. Ce à quoi d'ailleurs Spoelstra est le maître absolu. Exactement. Et vraiment, ce qu'il fait les 2 dernières saisons, et même la bulle, mais allez, mettons la bulle un peu à part, c'est un truc à part et tout, ok d'accord. Mais les 2 dernières saisons, ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a, je crois qu'il n'y a personne d'autre en NBA qui est capable de le faire. Complètement. Moi, c'est ce que je pense. À ça, il est trop fort. Et vu qu'il nous a montré qu'il pouvait le faire aussi avec des superstars, c'est ce qui fait qu'il est numéro 1. Et qu'il y a plein de gens qui ont profité justement de ce run-là extraordinaire du hit. Enfin, il y a quasiment d'ailleurs que lui pour faire ça un 8e et aller en finale NBA. Alors en plus, il y a ça. Alors après, on peut discuter des circonstances. Yanis mais bon. qui se blesse. Non, mais Yanis se blesse, c'est un fait. Oui, mais, voilà, il trouve toujours le truc. On a dit Caleb Martin, what the fuck. On a dit que Kyle Lowry avait trouvé un super rôle en 6e homme. C'est le choix de Spoelstra avec lui aussi. On a trouvé Kevin Love qui s'est retrouvé aussi une santé. Et les mecs prolongent pour une bouchée de pain. Enfin, c'est... Le mec trouve des solutions. Et tu vois, par exemple, au moment où on tourne cette vidéo, peut-être que quand elle sortira, la situation de l'effectif du hit sera différente. Mais demain, est-ce que Spoelstra pourrait pas taper un grand coup de poing sur la table en disant bah voilà, vous m'avez filé Lillard avec Butler, bah voilà, regardez bien. Bah j'aimerais. Parce que là, c'est plus la même chanson en attaque. Bien sûr, et je pense que l'intégration se fera naturellement et que toute la culture du hit, elle est énorme et elle passe notamment par les veines de Spoelstra. Je pense que ça, si ça a lieu, ça va le faire. Ça va le faire. Il a beaucoup de recul, il a beaucoup d'expérience. Spoelstra, c'est lui qui est sur un banc depuis le plus longtemps. En NBA, genre avec Popovic évidemment. Mais je veux dire, je parle des gens qui sont encore en âge de coacher pendant 15 ans. Non, mais après, peut-être que Popovic va coacher encore 15 ans, mais... J'espère, en tout cas, tu vois, pour revenir sur ce débat-là, Malone-Steve Kerr, je veux bien les avis des gens, évidemment, sur là, actuellement et dans les prochains mois. J'espère vraiment que Steve Kerr va fermer ma gueule sur la prochaine saison régulière et les playoffs inclus. Vraiment. Parce que... Tu l'as trouvé si mauvais que ça? Quand même, non, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Clay est quand même nettement moins bon et Draymond est quand même nettement moins bon, pardon, quoi. Eh ben, c'est la faute Ils sont nettement moins bons, non? C'est la foule à poule. C'est la faute du là, joueur vraiment, ou du machin. Moi, je veux bien dire que... On a été tous les deux dans des arguments pour dire Mike Brown a été excellent dans sa gestion de la série et qu'il a failli faire sortir ses Warriors. Moi, j'ai eu chaud au cul pour Steve Kerr. J'ai eu vraiment chaud au cul. C'est vrai. Et face à Darvin Ham, c'était... c'est relou, quoi. Il y en a un qui a pu appuyer sur le New Walker et sur les bons ajustements avec certains garçons et l'autre qui ne les a pas fait. Il n'a pas trouvé. Ouais, je suis d'accord, il n'a pas trouvé. J'ai été déçu, voilà. J'ai été déçu. Et peut-être qu'on met la barre très très haut pour Steve Kerr, mais j'ai été déçu. Ça. Ah oui. C'est ça, parce que par contre, la réalité, c'est que Klay Thompson défend plus du tout comme avant et redéfendra plus jamais comme avant. Et que Draymond Green commence à être limite meilleur en podcast que sur un parquet. Et c'est une réalité. Et je veux bien voir quel autre coach avec cet effectif des Warriors ferait tellement mieux. Je veux bien voir. Avec Spoelstra. Ouais, voilà. Donc c'est le seul que je mets devant. Ou Pop. Bah Spoelstra, pour lui, ça serait du caviar. L'autre, tu lui donnes les Warriors, l'autre, il fait attendez les gars. Mais on va être champion pendant 10 ans, là. Ou Pop, on en revient à la discussion initiale, ou de voir Pop, on en revient à la discussion initiale. Ou même Rick Carlisle, Rick Carlisle, tu donnes des vieux briscards comme ça. Carlisle, il a gagné un titre comme ça. 2011, Rick Carlisle,
c'est sûr qu'on l'a un peu zappé parce que ça finit un peu en autre boudin avec Doncic à Dallas et qu'après il y a une saison de transition aux Pacers où ça gagne même pas 30 victoires. Là, ce qu'il a fait déjà cette saison avec Tyrese Haliburton, Ben Mathurin et des inconnus dans la raquette, enfin j'exagère un peu mais franchement Non, voilà. là, c'est très bien. Je veux bien voir ce qu'on dira de Rick Carlisle quand Indiana va être top 6 de la prochaine régulière. Oula. Rendez-vous dans les 30 premiers 30 jours. On va voir ça. Ouh, on va voir ça. Non, attention pour les verra. Pacers. J'ai pas préparé encore. Moi non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a donc laissé sur le côté des garçons comme Joe Mazzulla, qui a fait une saison, on peut en parler et en dire ce qu'on veut là, du côté de Boston. Il y a eu de la déception en finale. On a laissé Darvin Ham aussi. Dans le coup. Mais on a laissé Darvin Ham de côté. Désolé, Jason Kidd, ça discute pas. Tom Thibodeau, qui n'est pas dans le Willie top Green. 6. Mm-hmm. Nick Monty Nurse. Williams. Nick Nurse. Monty, si ça se trouve, on fait une autre chanson si tout le monde est en forme. Ah, ça, je suis d'accord. Et Nick Nurse. Et Nick Nurse. Bah en fait, regardons l'historique des champions sur les 8 dernières saisons. Et t'as Spoelstra, Budenholzer, Frank Vogel, Steve Kerr, Nick Nurse, Greg Popovich, Mike Malone. Oh, ça date, non? C'est 2014. J'avais des 8, 9... Ouais, c'est vrai, les 8 dernières saisons. Ça date moins que Spoelstra. Ah, c'est vrai. Putain, ça fait long. Bon, allez, Rico, là, faut qu'il mette le couvercle. Eric Spoelstra est numéro 1 de notre top 6 des entraîneurs. Dites-nous, vous, qui vous avez dans votre top 6 des coachs et est-ce que c'est dans cet ordre-là? Je vous remets juste les petits noms qui sont juste ici. Ce qui est sûr et certain, ouais, c'est qu'on a les 6 même, tout à fait. Et ce qui est doublement sûr et certain, c'est que nous, on va se retrouver bientôt sur cette chaîne, mais pour une autre compétition, pour un autre type de contenu. Alex, si je dis pas de conneries, on va avoir bientôt le mondial de basket. Ah, ouais, et on espère, on croise. Faut aller en quart, là. Faut aller en quart et comme ça on foutra le bordel chez France Télévisions, vous savez vous-même. Exactement. TMTC. On fait plein de bisous, passez une très bonne semaine, couvrez-vous bien, hydratez-vous et on vous attend dans les commentaires. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.